Et donc, voilà, un webinaire basé sur l'exercice et sur comment on peut éventuellement le prescrire et le conseiller. Je vais dire un petit mot de l'évaluation, hein, de choses que vous connaissez, que vous subissez, diront certains, et puis évidemment des éléments sur l'exercice et la réadaptation. Alors, j'ai pas vu de docteur là ce soir encore, mais juste, je me suis basé notamment sur un papier, et je pense que euh, peut-être certains de vous ignorent que certains de nos médecins, et vous en reconnaîtrez dans ceux qui sont repris dans la liste là en dessous, sont vraiment des gens qui sont reconnus au niveau européen, certainement, voire au niveau mondial. Et je pense que c'est de temps en temps important de le rappeler. Donc, ils font partie vraiment des personnes les plus importantes dans le domaine qui nous concerne ce soir. Alors, un mot d'abord sur l'évaluation. Alors, il y a différents types d'évaluation hein, que vous subissez, notamment sur l'exercice. Il y a le test de marche de 6 minutes. Je vais y revenir très, très rapidement, juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'on cherche, ce qu'on essaie de mettre en évidence par ces tests-là. L'ergospirométrie, j'en dirai un mot aussi. Et puis alors, il y a aussi les épreuves fonctionnelles respiratoires que vous voyez là représentées, et donc que certains d'entre vous ont fait. C'est pas systématique de le faire le cathétérisme d'effort, que aussi la plupart d'entre vous ont dû subir. Là, je pense qu'on peut vraiment dire subir. Mais dont je ne parlerai pas de ces deux éléments-là, qui sont des éléments qui ne sont pas de mon ressort. Alors, le test de marche de 6 minutes, vous connaissez, hein, on marche pendant 6 minutes, le plus vite possible. Euh, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que c'est un test qui se fait toujours dans les mêmes conditions. C'est très standardisé partout dans le monde. J'essaye aussi parmi mes collègues, donc moi j'en ai fait beaucoup de tests de marche, enfin j'en ai fait subir beaucoup. Maintenant, ce sont plutôt mes jeunes collègues que vous connaissez qui vous les ont fait faire. On insiste vraiment pour que la procédure soit toujours la même. Et donc, je vous rappelle, il est normal qu'il ne vous encourage pas pendant le test parce que ça va influencer les résultats parce qu'on n'encourage pas tous les jours de la même manière, on n'encourage pas tous de la même manière. Donc, il est, il est défini qu'on n'encourage pas. Et donc, la distance est évidemment toujours la même, le temps est toujours le même et on mesure les paramètres de manière parfois un petit peu différente d'une institution à l'autre, mais en gros, c'est le rythme cardiaque, la saturation et la distance. Euh, de cette manière-là, ce test est, comme on dit dans notre jargon, très reproductible. En fait, si on vous fait faire le test et qu'il n'y a pas de modification de votre santé, ça va être toujours la même distance. Euh, et inversement, que vous fassiez le test au mois de janvier ou au mois de juin, en fonction de la météo, en fonction du terrain, il fait mouiller, pas mouiller, puisque souvent les gens nous disent, ah oui, mais dehors, quand il pleut, quand il fait froid, c'est plus difficile. C'est juste l'intérêt du test de marche, c'est que là, ça se fait toujours dans les mêmes conditions, et donc c'est un test simple, peu coûteux, et qui renseigne quand même très fort nos médecins pour l'évolution de votre état. Donc réalisation, vous le savez, hein, qui est très facile, très reproductible, comme je l'ai dit, en tout cas après l'apprentissage. C'est pour ça aussi qu'on vous fait faire deux ou trois tests au tout début de la prise en charge, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des modifications au début juste lié au fait que on ne sait pas trop comment on doit se donner dans le test de marche. Et puis, on a ces feuilles que vous avez peut-être vues hein, sous cette forme-là ou ailleurs, en fonction de l'endroit où vous êtes suivi, où on va renseigner la distance. Chaque minute, ça nous permet de voir un petit peu s'il y a des moments où on va plus vite, moins vite, si on ralentit sur la fin, s'il y a des pauses, si on a de l'oxygène, la distance évidemment, et puis on mesure les paramètres, peu importe ici, fréquence cardiaque ou saturation. Et donc, c'est fait vraiment toujours dans les mêmes conditions. On vous demande aussi une évaluation de votre difficulté, ce qui est vraiment votre sensation. C'est pas on cote pas, tiens, ouais, vous avez mal fait les choses. Non, c'est votre ressenti. Et donc ici, dans cet exemple, ben voilà, la personne a fait 480 mètres, ben ça représente une vitesse de 4,8 km heure et vous verrez que ça peut nous servir éventuellement quand on réentraîne les patients, quand on veut leur donner des conseils à l'extérieur. Le gros avantage du test de marche est celui qui est représenté ici. Vous avez chaque petit point, c'est un test de marche réalisé sur un certain nombre de semaines. Euh,
Et donc ici, on a les deux ou trois premiers tests quand on a commencé la mise au point du patient, et puis on lui a donné un médicament qui a commencé ici. Et vous voyez qu'au fil des semaines, hein, il y a 2, 3, 4, 5, 6 semaines qui passent, eh bien la performance, la distance au test de marche, s'est bien améliorée. Et puis malheureusement, il y avait des effets secondaires liés à ce médicament, et on a dû à ce moment-ci l'arrêter. Et puis on suit le test de marche et on voit que ça diminue. Et donc effectivement, avec un traitement qui n'est plus là ou un traitement qui est changé, eh bien, ça influence le test de marche. Et donc à ce moment-là, on avait commencé une autre médication chez le patient et vous voyez qu'après, ben, les choses se sont plutôt mieux passées. Donc test très simple qui permet quand même de voir, oui, mais est-ce que ça va mieux ou est-ce que ça va pas mieux? Aujourd'hui encore, j'ai une dame qui me dit, vous savez, ça va pas bien, et donc je ne me remets pas en cause le fait qu'elle se sente moins bien, mais finalement, tous ces tests étaient tout à fait comparables à ce qu'elle faisait il y a un an. Et donc, je lui ai dit, c'est pas dans votre tête, il y a quelque chose, mais en tout cas, ça ne se retrouve pas sur les tests, alors que normalement, on devrait le retrouver. Donc ça, c'est pour le test de marche que vous connaissez évidemment tous bien. L'ergospirométrie, après appelée parfois spiroergométrie, cycloergométrie, tout ça c'est la même chose. Ben, on va mesurer une série de choses, votre électrocardiogramme, votre tension artérielle, et puis on va évaluer l'état de votre cœur, de vos poumons et de vos muscles. Et ça va aussi nous orienter pour l'entraînement sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et on va dans ce test-là pouvoir déterminer relativement précisément si la limitation que vous ressentez se situe plutôt au niveau du cœur, au niveau des poumons, et dans les poumons, il y a encore différentes choses, ou au niveau de vos muscles. Bon, dans beaucoup d'évolutions de maladies chroniques, les muscles, les jambes, en fait, deviennent le facteur limitant, et ça impacte évidemment aussi ce qu'on va proposer comme exercice. Donc, on va déterminer ces facteurs limitants de manière relativement précise. Et donc voilà un résumé hein, de ces rapports que vous avez déjà certainement vus. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Ben, voilà, on a d'abord une évaluation par rapport aux normes. Alors évidemment, on vous compare tous par rapport à un sujet sain de même âge, de même sexe, de même taille, pas sportif, pas malade. Donc évidemment, c'est la norme, c'est monsieur tout le monde. Et donc dans ce cas-ci, eh bien, on a quelqu'un qui est en fonction des paramètres qu'on mesure, entre 70 et 85% de la valeur normale. Donc la valeur normale serait d'avoir 100. Ça, c'est juste, je suis normal. Je ne suis pas un sportif, je suis monsieur tout le monde, j'ai une capacité qui est normale pour mon âge, mon sexe, ma taille, etc. Et donc ici, ben, on voit qu'il y a une altération. Effectivement, on peut dire au patient, oui, vous êtes en dessous. C'est pas un jugement, c'est juste avec votre maladie à l'heure actuelle, vous êtes à ce niveau-là. Et évidemment, on va essayer avec un traitement d'améliorer ça. Et donc dans le traitement, il y a tous les traitements médicaux et ça, j'y connais rien. Et puis il y a l'exercice. Mais encore une fois, j'y reviendrai. Donc l'évaluation par rapport aux normes, pouvoir dire aux gens, bah oui, finalement, oui, ça doit être difficile ou finalement, c'est pas si mal. Et quand on a un cas de figure comme ça dans l'hypertension, mais dans l'hypertension pulmonaire, mais vous savez que c'est une maladie avec des phénotypes très variables. Parfois, on dit, mais vous savez, compte tenu de l'état de votre maladie, c'est vraiment super bien ce que vous faites. Je pense qu'on dit ça parfois. Donc, on va voir le système global, le cœur, les poumons et les muscles, comme je vous disais. On va voir la puissance des jambes, mais tout ça est lié, hein, évidemment. Donc, on va mesurer ça. On va aussi avoir une référence par rapport aux normes. On va voir le cœur avec notamment l'électrocardiogramme. On va voir la tension pour voir si votre pression artérielle évolue comme elle le doit à l'effort et voir s'il faut éventuellement aussi traiter ça en plus. On va mesurer évidemment votre saturation. Chez certains, elle désature, elle diminue, chez d'autres pas. Et donc, c'est un paramètre important, éventuellement pour prescrire de l'oxygène aussi. On va évaluer la capacité de vos poumons. Alors, évidemment, beaucoup de nos malades avec l'hypertension pulmonaire se plaignent d'essoufflement, mais cet essoufflement peut venir d'un problème de capacité pulmonaire, de grandeur des poumons. C'est assez rare mais aussi de l'efficacité des poumons. Et c'est souvent là que se situe le problème dans l'hypertension pulmonaire, c'est que vous arrivez à rentrer de l'air dans vos poumons, mais l'oxygène ne passe pas bien à la barrière pulmonaire. Donc
c'est pas tellement ce que nous on appelle une limitation pulmonaire, c'est vraiment une limitation de la barrière de passage de l'oxygène vers le sang. Et donc ça, on peut différencier aussi et pouvoir dire non, c'est pas un problème de capacité, c'est vraiment un problème d'efficacité parce que ça se traite un peu différemment aussi, là, surtout au niveau des médicaments. Et puis les muscles, pour se faire une idée de l'état des muscles et aussi de l'état d'entraînement des muscles et de voir si on peut améliorer ça. Et ça, ce sera essentiellement avec l'exercice. Et puis donc, on va prescrire les niveaux d'exercice en fonction de ça. Et donc, voilà un cas de figure relativement simple hein, d'un sujet qu'on teste à intervalles réguliers, quand on fait son bilan, quand il se dégrade, etc. Alors, il y a des paramètres clés qu'on va suivre, hein, c'est la charge, c'est la VO2, la consommation d'oxygène, mais faut bien se rendre compte aussi qu'il y a plein d'autres paramètres qu'on va analyser en détail et que nos médecins connaissent très bien avec certains qui ont vraiment beaucoup d'importance et d'autres peut-être un petit peu moins. Et évidemment qui dépendent d'un patient à l'autre. On ne regarde pas toujours la même chose chez tout le monde. Il y a des paramètres qui sont plus importants chez les uns que chez les autres. Ah oui, tiens, une petite question en passant. Bon, vous ne saurez pas répondre, mais dites-moi, enfin, réfléchissez un petit peu au temps que vous passez sur votre téléphone tous les jours. Euh, je sais pas, une demi-heure, une heure et demie. Voilà, juste vous réfléchissez. J'aurai peut-être besoin de ça un peu plus tard. Alors, faire de l'exercice. Euh, j'ai scindé ça en deux parties. Il y a vraiment la proposition de l'exercice quand on fait la mise au point. Et pour certains d'entre vous, la maladie s'est déclarée assez subitement. Chez d'autres, c'est beaucoup plus lent. Mais donc, parfois, les gens arrivent avec un état qui était tout à fait bon 6 mois avant, et puis le temps d'arriver chez les spécialistes, on a un état qui s'est fort dégradé. Et donc là, on va proposer de l'exercice éventuellement juste après cette mise au point. Et puis, il y a l'aspect de l'exercice au long cours. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Euh, pour ce qui est de l'exercice après une mise au point complète, il faut évidemment d'abord qu'il y ait une stabilisation du traitement médical, même si, il n'est pas tout à fait optimisé. Mais donc, on va quand même d'abord attendre de mettre tous les médicaments en route, ou en tout cas une partie des médicaments en route. Je pense vraiment que euh, ça doit se faire dans un centre de réadaptation qui a un petit peu l'habitude de ça, qui va pouvoir offrir du temps à un personnel compétent. Euh, et donc, en tout cas, pour cette phase initiale, je pense que c'est vraiment important pour la grande majorité de nos patients. Et évidemment, cette réadaptation doit être basée sur un test d'effort comme l'ergospirométrie ou éventuellement le test de marche si elle n'est pas disponible. Ça n'a pas de sens, moi ça fait 30 ans que je travaille, ça n'a pas de sens d'entraîner quelqu'un et a fortiori un malade, enfin un malade, quelqu'un qui souffre d'hypertension pulmonaire à différents degrés, euh, sans une évaluation. Ça n'a pas de sens. On peut pas travailler à la tête du client, on vend pas des tapis et j'ai rien contre les vendeurs de tapis. Et donc, il faut individualiser. Et l'individualisation va se faire sur base du test. Est-ce qu'il faut plus ceci? Est-ce qu'il faut plus cela? Ça se voit avec un test, pas en regardant la tête des gens. Il faut quelque chose d'un peu plus sérieux. On est en 2024 et c'est comme ça que ça devrait fonctionner aujourd'hui. Je parle bien dans la phase initiale. Et donc, on va éventuellement faire des entraînements un peu plus dits cardio. Je vais y revenir. Chez certains, on va plutôt se focaliser sur de la musculation parce que c'est ça le point faible. Et une partie de l'essoufflement que vous ressentez peut venir de vos muscles des jambes. Et donc, si vous n'améliorez pas vos muscles des jambes, vous resterez essoufflé. Parce que le problème principal n'est pas le poumon. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire en plus, évidemment. Et encore une fois, je vais y revenir. Et donc, voilà, si vous avez vu avec Eve au précédent webinaire que, voilà, on peut dire, bah, faut manger équilibré, hein, voilà, si on veut être en bonne santé, il faut manger équilibré. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pas forcément exactement le même régime à tout le monde, hein, il y a des petites différences. Et donc, bah, pour l'exercice, c'est pareil. Il y a en fait un cahier des charges assez clair de ce qui est plutôt meilleur et de ce qui est peut-être plus facultatif, je dirais.
Maintenant, il faut bien se dire que faire quelque chose, quoi que ce soit, c'est toujours mieux que rien faire. Donc moi, vous savez, quelqu'un qui me dit je joue aux boules, je lui dis pas d'arrêter de jouer aux boules, mais je lui dis simplement que ça va pas beaucoup l'aider dans son devenir, dans sa qualité de vie. Si ce n'est le contact, hein, qui est aussi important. Mais donc, faire un petit peu, c'est de toute façon toujours mieux que rien faire du tout. Et voilà, parfois, c'est très peu de choses, mais c'est déjà utile. Alors, on se base, nous, dans la réadaptation sur ce qu'on appelle maintenant la prescription FIT, qui reprend donc la fréquence, le temps, l'intensité, le type d'entraînement. Je vais détailler ça très rapidement. Euh, pour ce qui est de la fréquence, de nouveau, il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Ça dépend vraiment des habitudes, de la capacité d'effort. Et donc, il y a des patients qu'on entraîne 3 fois et qui s'entraînent aussi 3 fois en dehors. Et puis, il y a des patients, on se dit, s'ils font de la réadaptation 2 fois par semaine, c'est déjà très bien. Donc, il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Enfin, pas une réponse qui convient à tout le monde. Elle doit être individualisée. Et puis, le contenu des séances, je connais bien la plupart des centres belges de réadaptation. Si vous rentrez dans un centre où les séances durent 40 minutes, ce qui existe, hein, malheureusement, ben, c'est pas la même chose qu'un centre où les séances durent 1 heure et demie. Et donc, voilà, moi je connais des centres où les séances sont courtes et alors on dit aux patients, il faut venir 5 fois par semaine parce que les séances sont courtes. Et puis, il y a des centres où les séances durent nettement plus longtemps et on dit aux gens, non, non, 3 fois par semaine, c'est très bien, et les autres jours, faites un petit peu d'autre chose. Donc, de nouveau, il n'y a pas une réponse pour tout le pays, ni pour tous les patients en même temps. Et ça dépend évidemment du temps que vous avez à consacrer à l'exercice. Mais il faut bien comprendre que ça va, si vous voulez une amélioration, il faut pouvoir y consacrer un petit peu de temps. Et donc voilà, c'est 2 à 3 fois par semaine, en tout cas pour des entraînements bien ciblés, ce qui ne veut pas dire qu'il suffit de faire de l'exercice 2 ou 3 fois par semaine, hein. Les autres jours, on peut faire autre chose, peut-être plus doux. Donc ça, c'est la première chose, la fréquence, l'intensité. Ben de nouveau, hein, ça se base sur votre épreuve d'effort. On n'entraîne pas tout le monde de la même manière. Quelqu'un qui faisait, alors ça vous parle sans doute pas beaucoup, mais 60 watts, hein, comme vous voyez une ampoule de 60 watts, il y en a encore un petit peu, plus beaucoup. Euh, on l'entraîne pas comme quelqu'un qui fait 150 watts. Et donc, il faut partir de ce que le patient sait faire. Et au test de marche, si on utilise le test de marche pour programmer un entraînement, ben, c'est clair que le patient qui fait 150 mètres au test de marche, on va pas l'entraîner de la même manière que celui qui fait 450 mètres, évidemment. Donc, il faut un test, sinon on ne sait pas. Et donc, c'est relatif parce que finalement, que vous fassiez 150 mètres au test de marche ou 450 mètres au test de marche, pendant l'entraînement, vous aurez aussi difficile les uns que les autres parce que l'intensité relative qu'on va vous imposer est la même. On va vous entraîner aussi dur. Et en fait, on vous entraîne comme des sportifs, hein. C'est exactement la même manière en termes de relativité. Donc, il y a très peu de différence. Alors, ce qu'on va souvent proposer, et particulièrement quand il y a des problèmes de souffle, c'est de faire ce qu'on appelle de l'intervalle training, hein, c'est dessiné un petit peu sur le schéma ici, c'est-à-dire des phases où c'est difficile et puis on récupère pendant quelques secondes, 30 secondes, et puis de nouveau c'est un peu plus difficile, et puis de nouveau on récupère un petit peu. C'est beaucoup plus profitable de travailler comme ça que de travailler tout au même niveau. C'est beaucoup plus intéressant au niveau de la physiologie, donc du développement de vos muscles, de votre cœur et éventuellement aussi de vos poumons. Et c'est beaucoup mieux toléré en fait que de rester au même niveau tout le temps. Ça va permettre aussi d'aller dans des intensités plus hautes, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il faut faire des efforts intensifs, mais fatalement, ces efforts intensifs, on ne sait pas les faire longtemps. Donc, on doit faire des petites phases dures et puis récupérer. Et cette proportion varie aussi, évidemment, d'une personne à l'autre. Il faut savoir que les recommandations
Bah, dans l'hypertension pulmonaire, ne sont pas encore très très développés, hein. C'est lié au nombre de malades et puis au fait que finalement, c'est une pathologie à laquelle on s'intéresse depuis pas très très longtemps, en tout cas avec les traitements qu'on a aujourd'hui. Moi, j'ai connu beaucoup de transplantés pour hypertension pulmonaire. On en voit moins parce que les drogues sont plus efficaces aujourd'hui. Mais donc, ce qui est clair dans le domaine de la réadaptation aujourd'hui, c'est que les intensités, on se rend compte de plus en plus que il faut que ce soit difficile. Mais si c'est difficile, il faut devoir faire des petites phases de travail intense et puis les intercouper, les couper avec du travail plus facile. Si on fait un travail sur base du test de marche, parce qu'on n'a que ça, ben on va travailler quasi à la vitesse que vous avez réalisé au test de marche, voire même un peu plus vite. On va vous demander de marcher plus vite qu'au test de marche, mais pendant 30 secondes. Et puis vous laissez récupérer un petit peu, en marchant vraiment moins vite. Et puis de nouveau, marcher plus vite. Et c'est comme ça que ça va mieux fonctionner. Et puis, il y a du renforcement musculaire, donc du travail sur des machines avec des poids. Et ça, simplement, je ne peux pas rentrer dans le détail ici. D'abord, c'est fortement indiqué chez certains malades et beaucoup moins chez d'autres. Mais ça doit de toute façon toujours être difficile à terminer. Donc, quand vous soulevez un poids, il faut le faire jusqu'à ce que ce soit difficile. Sinon, franchement, ça n'apporte rien. Donc ça, c'est vraiment du temps perdu. Faites autre chose, parce que ça n'apportera rien. Le temps, bah évidemment, ça dépend de la fréquence, ça dépend de à quelle intensité on va travailler. Donc de nouveau, je sais pas, je vais pas vous dire c'est 15 minutes, c'est 20 minutes. Je pourrais déjà le dire un peu plus précisément à un patient avec son test de son ergospirométrie, mais comme ça, je peux pas vous donner un temps qui est valable pour chacun d'entre vous. C'est pas possible. Euh, les recommandations générales, mais ça, c'est les recommandations pour monsieur tout le monde, que ce soit dans les maladies cardiovasculaires, dans l'obésité, dans le diabète. C'est 30 minutes d'exercice par jour modéré, c'est 15 minutes de travail intense. Mais de nouveau, ça n'a pas beaucoup de sens quand parfois on sait à peine marcher 5 minutes. Ça n'a pas de sens de dire ça. Donc voilà, ça c'est les recommandations générales. En réadaptation, je pense qu'une séance de réadaptation bien construite devrait durer entre 60 et 90 minutes. Et c'est clair que les patients les plus faibles vont prendre dans ces 90 minutes beaucoup plus de temps de pause que les autres. Mais un patient, même très fragile, pourra supporter une séance d'une heure si on lui laisse le temps de bien récupérer pendant cette séance-là. Et le type, ben, un petit peu en fonction de ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est sur base d'un test d'effort qu'on va voir si c'est plutôt le cœur, les poumons, les muscles qu'il faut faire travailler. Et donc, on va faire une balance entre ces différents modes d'entraînement. Euh, il y a assez peu d'études finalement sur l'effet de l'entraînement dans l'hypertension pulmonaire. Donc, je vais vous faire part de celle-ci, qui est une étude européenne, comme on dit, multicentrique, avec de nouveau toute une série d'experts dont vous en connaissez peut-être certains, bon, qui ont fait quelque chose qui est assez discutable, je pense, sur le fond. Mais voilà, c'est un petit peu une des études qui sert de référence et qui montrait simplement que les patients, quand on les entraîne, ils s'améliorent. Euh, et donc, dans mon expérience, puisqu'on a quand même pas mal de patients de toutes sortes et toute une série de patients qui souffrent d'hypertension pulmonaire, eh bien, finalement, les gains sont à peu près les mêmes que n'importe quel patient, pour autant que les stimulations soient suffisantes. Si on fait de la natation tranquille, on n'aura pas de bénéfice de cette manière-là. Eux avaient des résultats c'est souvent le problème dans ces grosses études qui sont réalisées sur toute l'Europe, bah, des résultats qui sont, oui, qui sont favorables, hein, si vous connaissez un petit peu les statistiques, ils sont significatifs, mais ils sont quand même relativement limités, je dirais, par rapport à ce que moi j'ai l'impression d'observer. Alors, donc ça, c'est juste après la mise au point, je dirais, quand on se dit, bon, maintenant, je m'y mets, je vais faire quelque chose pour essayer de m'améliorer, puisque le traitement commence à être à peu près stabilisé. Après, il faut maintenir, évidemment, hein, si vous vous améliorez de 10-20% et puis que vous arrêtez tout, ben, vous allez reperdre ça plus ou moins rapidement. Et donc, il faut évidemment continuer à faire de l'exercice. Bouger, c'est bon pour tous. Il faut maintenir les bénéfices qu'on a gagnés, comme je viens de vous le dire. Il faut en fait essayer de se recréer un capital santé. Euh,
c'est votre qualité de vie future que vous jouez là en essayant d'améliorer les choses. Et on se dit parfois, oui, mais en fait, avec ce que j'arrive à faire maintenant, c'est bon, mais ça va se dégrader parce que ça se dégrade chez tout le monde avec l'âge. Et donc, au plus votre capital santé il est haut, ben, au plus longtemps votre vie va rester confortable. Et donc, c'est vraiment un capital hein, qu'on met de côté, comme les euros pour certains d'entre nous. Faire de l'exercice de manière un peu codée, ça permet aussi, et ça on le sait dans plein de pathologies, de se rendre compte beaucoup plus vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça commence à être plus difficile. Vous savez, on voit trop souvent des gens qui arrivent et puis on mesure et on voit qu'ils se sont fort dégradés, mais en fait ils ont petit à petit supprimé tout ce qui était difficile dans leur vie de tous les jours et donc ne se rendent pas vraiment compte que c'est plus difficile. Et donc, si vous avez l'habitude de faire un tour, de marcher autour de chez vous, vous allez vous dire, mais tiens, ce tour-là, il y a 2 mois, je savais faire ça, et maintenant, c'est vraiment difficile. Et donc, c'est aussi un guide qui permet beaucoup plus vite de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a plein d'autres témoins, mais celui-là, il est simple, il est à votre portée, et donc de se rendre compte de ça. Et donc, il n'y a pas de mauvais exercices, je pense, enfin, en tout cas dans ce à quoi on peut penser comme ça couramment. Mais il y a clairement des exercices qui sont meilleurs que d'autres. Je vais vous montrer un exemple, c'est sur l'ostéoporose. Alors, je ne vous souhaite pas de souffrir d'ostéoporose, mais certainement certains d'entre vous, un jour, développeront ça, comme beaucoup de personnes qui vivent un peu plus âgées. Et donc, simplement pour vous montrer ceci, donc c'est très simple. Si vous faites un programme d'exercice où on vous demande de soulever 1000 kilos, pas 1000 kilos, c'est par petits morceaux, et que vous soulevez 20 fois 50 kilos, ou que vous soulevez 10 fois 100 kilos, eh bien voilà, ici, si vous soulevez 20 fois 50 kilos, votre densité osseuse va augmenter de 0,5%. Et si vous soulevez les 1000 kilos, mais en faisant plutôt 10 fois 100 kilos, eh bien votre densité osseuse va augmenter de 2%. Et 2%, c'est beaucoup. Parce qu'ici, ça a été fait sur une population de dames âgées hein, qui souffrent d'ostéoporose. Vous voyez d'ailleurs que celles qui ne font pas d'exercice pendant la même période, elles ont perdu 1,5% de densité osseuse. Et donc ça veut dire simplement que, voilà, c'est pas soulever 1000 kilos qu'il faut faire, c'est soulever 10 fois 100 kilos et pas 20 fois 50, parce que ce sera beaucoup plus efficace de faire 10 fois 100 kilos. Proportionnellement, hein, bien sûr, et donc ça, on le voit ici dans la rééducation aussi. Euh, il faut faire plus. Je pense que depuis le temps que je travaille, j'ai pas vu encore de patient arriver dégradé parce qu'il avait fait trop d'exercice. J'ai jamais vu ça. Mais j'en ai vu beaucoup arriver qui se dégradent et qui en fait ne font rien parce que c'est difficile évidemment. Mais donc non, faire trop et se mettre en danger, je suis désolé, mais je pense que ça n'existe pas. Et on peut voir ça dans cette étude-ci, qui est une étude faite chez des patients cardiaques. Simplement, vous voyez en vert, ce sont des gens qui marchent entre 1 et 2 miles par jour, et en bleu, c'est des gens qui marchent moins d'un mile par jour, et on mesure simplement le nombre de survivants après un certain nombre d'années. Eh bien, rien qu'entre ça, marcher moins d'un mile, mais plus que zéro, ou marcher moins de 2 miles, mais plus que un, ça fait une différence de survie. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même chose dans l'hypertension pulmonaire, mais enfin, ça veut dire que faire un petit peu plus, ça joue. Et là, ça joue sur la survie, hein, ce qui est quand même un élément important. Et on sait ça dans d'autres études, je ne vais pas passer ça. Donc voilà, vous n'avez pas le temps hein, de faire de l'exercice. Bah, donc, combien de temps vous passez sur votre smartphone par jour? Combien de temps vous passez à manger? Et vous n'avez pas un quart d'heure pour faire de l'exercice? Bon, facile à dire quand on est comme moi en bonne santé, hein, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il faut se trouver ce temps-là parce que c'est important pour la santé et pour votre devenir. Et de nouveau, on part de ce qu'on fait. Moi, j'ai vu après le Covid des gens qui m'ont raconté qu'ils sortaient de leur maison une fois par mois. Donc, ça sert à rien de leur dire qu'il faut marcher 30 minutes par jour, hein, mais
on dit d'abord, ben, écoutez, sortez déjà 2 fois, et puis 3. Donc, on doit partir de ce que vous êtes capable de faire là, aujourd'hui. Et souvent, je dis aux patients, faites déjà plus qu'hier, et puis on verra. Voilà, j'arrive au terme de ce que je voulais vous raconter ce soir, et je suis évidemment disponible pour vos questions. Avec un micro, Luc? Oh, sorry. Ce que tu as dit est naturellement aussi valable pour des gens en bonne santé, hein. Il faut aussi bouger. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai une question parce que quand tu as parlé des 5 séances par semaine à l'hôpital, il y a quand même un problème pratique qui reste. Ça veut dire que le patient doit se déplacer 5 fois à l'hôpital et à la fin, les déplacements vers l'hôpital sont beaucoup plus lourds à supporter que les exercices en fin de compte et à la fin, les patients décrochent, ils sont complètement épuisés. Aussi nerveusement peut-être, hein, parce que le trafic, c'est pas évident. Je suis parfaitement d'accord. Et c'est pour ça que chez nous, on fait jamais 5 fois par semaine. Mais je connais malheureusement des centres où on demande aux gens de faire ça 5 fois par semaine, peut-être pas dans l'hypertension pulmonaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, moi je l'aurais déjà dit, c'est que je suis convaincu qu'un patient qui va venir 5 fois par semaine, les 2 derniers jours de la semaine qui restent, il fera rien. Hmm. Alors que si le patient vient 2 ou 3 fois par semaine, on a quand même un peu plus de chances que les autres jours il fasse quelque chose, parce que de toute façon, tout ça a une fin, hein. À un moment, on va faire 20 séances, 30 séances, 40 séances, puis ça va s'arrêter. Mais notre objectif, c'est que le patient continue de son côté. Et si on n'a pas installé ça, le patient vient 5 fois par semaine, admettons que, il est un chauffeur, on le conduit, il vient, et puis après 40 séances, il s'arrête. Eh bien, le trou, il est bouché tout de suite, hein. Il n'y a pas le temps de faire autre chose. En une semaine, le patient, ce temps-là, il l'aura remplacé par autre chose. S'il a déjà initié quelque chose les autres jours, eh bien, ce sera, je pense, plus facile. Donc, nous, on fait jamais d'entraînement 5 fois par semaine. Non, c'est pas faisable. Maintenant, si j'ai un kiné qui habite tout près, est-ce qu'il y a moyen de lui donner des consignes? Parce que moi, j'ai fait ça avec ma femme. On a dit, bon, faites une kiné light. Euh, Est-ce que ça a un sens et ou est-ce que toi, tu sais donner des consignes à ton confrère, quoi? Oui, bien sûr. Et donc, le problème, c'est la formation pour des kinés qui, moi, je suis enseignant à plusieurs endroits. On essaye d'améliorer ça et même de dire un mot de l'hypertension pulmonaire. Mais les principes sont les mêmes, hein. Donc, en fait, donc ça, c'est un. La deuxième chose, c'est un petit peu le matériel. L'évaluation, ils peuvent la recevoir. Moi, la plupart du temps, l'ergospirométrie, je la donne aux patients, hein. Donc, si le kinésithérapeute sait lire ça, ben, il n'y a pas de problème. Et puis, ils peuvent évidemment toujours nous contacter. Il y a aucun problème à ça. Je dirais, le souci principal, c'est un petit peu l'équipement, mais de plus en plus de kinés Hein. sont bien équipés. Et puis, l'évaluation, parce qu'évidemment, eux ne vont pas faire d'ergospirométrie, hein, c'est d'ailleurs interdit, mais ils peuvent avoir les résultats. Ça, il n'y a aucun problème, évidemment. OK. Euh, pour une autre maladie du système respiratoire, j'ai vu que, on utilisait un système de respiration par un appareil qui a une certaine résistance pour entraîner les muscles de la respiration, quoi. Est-ce que c'est valable pour une HTAP ou ça sert à rien? Non, c'est très discuté. Alors, il y a quelques indications. Moi, j'ai déjà donné des appareils comme ça pour certaines indications qui sont un petit peu différentes. Il faut savoir que beaucoup de patients respiratoires, on avait fait quelques très beaux travaux à l'époque pour ceux qui ont connu Marc Esten, chez des mucos. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, Mm. un muco, il a des muscles respiratoires surdéveloppés. Et donc, c'est pas tellement un problème de muscle respiratoire, hein. Euh, et donc, je pense que dans l'HTAP, il n'y a pas de place à ça. OK. Ben bon, non, ça ne fait pas tort, mais il n'y a pas. Non, je pense pas qu'il y ait de la place pour ça. OK. Ça, c'est bien dit.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai fait partie d'une étude à UZ Leuven et là, on a appris pour faire du sport, comme on peut dire, avec prendre la pression artérielle, la saturation d'oxygène, les fréquences de cardiaque. Euh, et par exemple, on a dit de pas aller de plus de 120 sur la fréquence cardiaque. Est-ce que vous donnez des conseils comme ça aussi, spécifiquement pour les gens avec l'hypertension pulmonaire? Tout à fait, hein. Donc, alors 120, c'est un chiffre qui est individuel, c'est pas un chiffre pour Non, tout le non, monde. c'était Donc, pour tout le monde, on disait, enfin, on bah, était... donc je respecte beaucoup Ouais. l'équipe de Marion Delcroix et Thierry Troster, mais ça n'a pas de sens. Donc, on mesure jusqu'à combien votre cœur va à l'épreuve d'effort. Alors, Mhm. certains patients, ce sera 110, certains patients, ce sera 140, certains patients, ce sera 170, parce que ça dépend des médicaments, ça dépend de plein de choses. Et donc, on va travailler en pourcentage de ce chiffre-là, le chiffre du malade. Mais ça n'a évidemment aucun sens, et je le dis, mais alors avec tout l'aplomb possible, de donner une valeur qui est la même pour tout le monde. Ça n'a Mhm. pas de sens. Et c'est assez étonnant de la part de l'équipe de Thierry et de Marion Delcroix de dire les choses pareilles. La tension, si à l'épreuve d'effort, on a une tension qui monte à 22 ou 23, alors on va contrôler la tension. Si la tension à l'épreuve d'effort est normale, ça ne sert à rien de la mesurer, en tout cas systématiquement. Et la saturation, ben c'est clair qu'aujourd'hui, on essaye en général d'entraîner les patients sans qu'ils désaturent trop, ou en tout cas plus qu'au repos, parce qu'on sait que si les patients désaturent, finalement, ils travailleront moins. Et que Mhm. s'ils travaillent plus, c'est mieux. Et donc, notamment dans les patients pulmonaires, on sait aujourd'hui qu'en leur donnant un support d'oxygène, ben, ça va mieux. On suit la saturation pour s'assurer que les patients ne désaturent pas trop. Euh, voilà, mais donc bien sûr, nous, c'est vraiment le paramètre clé, c'est la fréquence cardiaque qui est déterminée pour chaque patient et on leur dit, voilà, vous devez travailler dans une zone comprise entre 110 et 130 et viser plutôt d'être proche de 130 parce que, en fonction de l'épreuve d'effort, enfin voilà, mais c'est évidemment totalement individualisé puisque ça dépend, comme je l'ai dit, des médicaments, mais ça dépend aussi simplement de l'âge, votre cœur il bat, il bat de plus en plus lentement au pic de l'effort que votre âge avance. Et donc, à 20 ans, on n'a pas la même fréquence cardiaque qu'à 55 ans. Oui, mais là, c'est peut-être possible. On était deux à peu près la même âge, donc peut-être c'était OK. ça. Pour ça, pour nous deux, c'était le 120 et l'idée, c'est plutôt que on a appris à doser. Donc, comme tu dis, on fait la bicyclette 2 minutes, on arrête 2 minutes. Il faut tout mesurer et voir que on désature pas trop. Et la pression, c'est plutôt, on doit, et on a appris de faire comme ça, avant qu'on fait du sport, on prend la pression. Et après aussi, ici, il est diminué trop après, donc on a fait trop. C'est un peu le système qu'on a appris. Ouais. Ouais, écoute, je ne partage pas ça. Maintenant, voilà, ils ont sans doute leur raison, mais je ne partage pas. Je ne vois pas non plus pourquoi on fait ça. Le rythme cardiaque, j'ai fait un test d'effort à une dame avec de l'hypertension pulmonaire tout à l'heure. Bah, elle avait quand même une bonne soixantaine d'années. Elle est montée à 100, 155 de rythme cardiaque. Voilà, donc si je lui dis 120, mais la dame, elle va jamais, jamais progresser. Jamais. C'est pas possible. Mais donc c'est elle avec sa médication, son histoire, qui est complexe, hein. Malheureusement, la plupart d'entre vous, ils n'ont pas juste de l'hypertension pulmonaire. Et donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc c'est individualisé, ça c'est la clé. Je vois que Ronnie veut poser une question. Oui, bonjour. En fait, je m'appelle Ronnie Scarcet et je suis patient, j'ai l'hypertension artérielle pulmonaire et je suis un programme de revalidation. C'est pour voir jusqu'à combien de saturation vous
tolérer lors des exercices? En fait, moi, je suis sous oxygène et de temps en temps, j'essaye sans l'oxygène. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez de cela, si c'est bénéfique ou pas? Mais le pourcentage que vous tolérez, moi, on va parler de 90, Oui, mais donc ça bah, dépend. c'était pas bénéfique, quoi. Mhm. Donc ça dépend de nouveau du niveau que vous avez au repos, hein. Et donc on dit parfois Mhm. une désaturation de 10%. Voilà. Excusez-moi, excusez-moi, mais je n'ai pas l'oxygène tout le temps, hein. Je n'ai l'oxygène que en Reval, hein. Oui, ok. Mais donc moi je pense que si vous avez de l'oxygène en repas, vous avez intérêt à garder de l'oxygène en repas. Ça vous permettra de travailler Mhm. plus et plus Ouais. confortablement. Et donc, pour moi, il faut pas désaturer. Voilà, Mhm. si vous désaturez de 5 points, c'est pas grave. Mais donc, par exemple, quand on fait les tests d'effort chez nous, c'est sans oxygène. Et donc, on a Ouais. des patients qui terminent évidemment à 70 de saturation ou même plus bas. Mais ça, c'est un test. À Mhm. Ah, c'est ça. l'entraînement, je pense que il y a, il y a pas de raison d'essayer de se passer d'oxygène. Vous savez, c'est pas un truc dont on devient dépendant, hein. Donc, il n'y a pas d'exercice à essayer de faire pour diminuer cet oxygène. Ça marchera pas. Mhm. Ok, mais enfin, bon, c'est le propre de l'homme d'essayer, quoi. Pardon? Je dis, c'est le propre de l'homme d'essayer, que si on a été opéré du dos, Oui. bah, voilà. Oui. C'est- Non, mais ok, ouais, ça va. Non, sinon, moi, je fais de l'exercice cardio, en fait. Donc, 2 minutes plus intenses, 2 minutes plus calmes, je reprends 2 minutes, etc. Mhm. Et ça vrai que c'est bénéfique. Je le sens très bien. Lorsqu'il y a des périodes que je ne sais pas y aller, je le sens. Et ça me permet, parce que je fais de la musculation entre guillemets aussi, donc les exercices de traction, etc. Et ça me permet de pouvoir relever certains poids que je ne savais plus faire après mes hospitalisations. Donc, franchement, c'est bénéfique, c'est bien. Et pendant la période Covid, j'avais vu avec ma cardiologue, parce qu'on n'a plus accès évidemment à la salle, ben, je m'étais dirigé vers un vélo électrique qui compensait l'oxygène que je n'avais pas à la maison. Donc, je pouvais continuer quand même à faire l'exercice autre que de la marche. Oui, Donc, très des bien. petits trucs, ouais. Mhm. Ok, merci. Euh, Je regarde s'il y a encore des questions et dans le chat. euh, non, Non, il n'y a pas dans le chat. je crois qu'on a fait le tour. Mais dans un des derniers slides, vous montrez un monsieur qui se promène avec son chien. C'est déjà aussi un exercice qu'il faut faire, hein. Oui, mais je me demande s'il n'est pas sur une planche à roulettes, hein. Si vous avez bien regardé, Ah, il triche en plus. je crois qu'il est sur une planche à roulettes. Mais bon, si sans se mettre sur une planche à roulettes, il sort pas, alors bah, qu'il aille sur une planche à roulettes. Mais bon, voilà, c'est le chien qui va travailler. Mais Oui, c'est mieux que rien. Mais je suis à peu près sûr que qu'il est sur une planche à oui, roulettes. c'est juste maintenant que tu le dis. Oui. OK, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie pour ton intervention et oui, on sait toujours te trouver, hein, s'il y a Ouais. des questions, des problèmes, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon adresse mail ou mon numéro de téléphone sur la dernière slide qui sera à disposition. Et donc, faut pas hésiter à nous contacter. C'est avec plaisir. OK, merci bien. Merci à tout le monde, à tous les participants en tout cas, et on se revoit le 19 juin.